On peut aborder Maman, j'ai encore raté l'avion de deux manières. La première, paresseuse, consiste à dire c'est le même film que le premier, mais à New York. La seconde, plus intéressante, consiste à dire oui, précisément. Et c'est là que ça devient passionnant, car Home Alone 2, Lost in New York, n'est pas seulement une suite, c'est un remake immédiat, une photocopie luxueuse, une variation sur thème, une machine hollywoodienne qui ne cache jamais son programme. Reprendre les mêmes notes, les jouer plus fort, ajouter des guirlandes, gonfler la violence, déplacer le décor de la banlieue vers la ville-monde et transformer Kevin McAllister en petit souverain de l'espace urbain. Le film sort aux États-Unis le 20 novembre 1992, toujours réalisé par Chris Columbus, écrit et produit par John Hughes avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara et John Hurd. L'American Film Institute indique que le tournage principal commence le 9 décembre 1991 avec des lieux à Chicago, Los Angeles et New York, pour un calendrier d'environ 19 semaines, achevé en mai 1992. Le budget est alors estimé autour de 30 millions de dollars, avec environ 25 millions supplémentaires en marketing. Le film rapporte finalement environ 359 millions de dollars dans le monde, dont plus de 173 millions aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait un énorme succès, même s'il reste en dessous du phénomène délirant qui avait été le premier. Et déjà, tout est là. Un film de Noël qui parle de famille, mais aussi un film industriel qui parle de répétition. Le premier Maman, j'ai raté l'avion était une anomalie devenue miracle commercial. Le second est la tentative de mettre ce miracle en bouteille, d'en faire une formule, presque une recette pharmaceutique, contre la morosité hivernale. Un enfant oublié, deux cambrioleurs masochistes, une maison piège, une mère coupable, des adultes incompétents, une musique de John Williams qui saupoudre la cruauté avec du sucre symphonique. Mais ce qui rend Maman, j'ai encore raté l'avion plus fascinant qu'on ne le dit, c'est qu'il assume son statut de copie. Il ne cherche pas vraiment à surprendre, il cherche à rejouer. Et au cinéma, rejouer, ce n'est jamais neutre, c'est entrer dans la logique du rituel. Noël, au cinéma américain, est rarement seulement Noël, c'est une machine à révéler les failles. Chez Capra, dans La vie est belle, Noël est le moment où la communauté se répare. Chez Lubitsch, dans The Shop Around the Corner, c'est une scène de commerce, de solitude et de désir différé. Chez Billy Wilder, dans The Apartment, Noël devient presque une chambre froide du désespoir moderne. Chez Bob Clark, avec Black Christmas, c'est le cauchemar qui s'installe dans le décor de fête. Chez Joe Dante, avec Gremlins, c'est le capitalisme du cadeau qui libère des créatures affamées dans la petite ville américaine. Maman, j'ai encore raté l'avion appartient à cette tradition, mais dans sa version multiplex familiale, sapin plastifié et gag de traumatisme crânien. Le film part d'un motif presque mythologique, la famille oublie l'enfant. Une fois c'était un accident, deux fois cela devient un symptôme. Kevin n'est pas seulement perdu, il est expulsé du groupe, puis reconstruit en héros parce que le cinéma américain adore transformer l'abandon en compétence. John Hughes, c'est exactement cela, le grand scénariste des enfances blessées par les institutions domestiques. Dans The Breakfast Club, les adolescents sont enfermés par l'école. Dans Ferris Bueller's Day Off, l'adolescent échappe à l'emploi du temps. Dans Planes, Trains and Automobiles, les adultes sont eux-mêmes des enfants paniqués dans le chaos des transports. Dans Home Alone, la famille est un organisme trop gros, trop bruyant, trop pressé qui produit mécaniquement de l'exclusion. Le génie pop du premier film tenait à l'idée suivante. Kevin est abandonné dans sa propre maison et découvre que cette maison, d'abord espace familial, peut devenir royaume, studio, forteresse, plateau de tournage et champ de bataille. Dans le deuxième film, le royaume change d'échelle. Kevin ne possède plus seulement la maison, il possède New York. Et New York, dans le cinéma américain, ce n'est pas une ville, c'est une mythologie en dur. Le titre original, Lost in New York, est presque mensonger. Kevin n'est jamais vraiment perdu. Il est au contraire le seul personnage qui s'adapte immédiatement à l'espace. Les adultes courent, paniquent, réservent, appellent, contrôlent, vérifient. Kevin, lui, circule. Il utilise la ville comme un enfant utilise une maquette de train électrique. Il prend un taxi, va à l'hôtel, visite des monuments, mange, achète, observe, piège. New York est filmé comme une ville carte postale, pas comme une ville vécue. Nous ne sommes pas chez Scorsese où New York est une plaie ouverte, ni chez Lumet où elle devient tribunal social, ni chez Abel Ferrara où chaque rue semble garder du sang sous les semelles. Nous sommes dans une ville de Noël, une ville enneigée par contrat, une ville de façades, de vitrines, de halls dorés, de jouets, de patinoires, de chevaux, de taxis jaunes, de Central Park et de Plaza Hotel. C'est ici qu'il faut être précis. Le film n'est pas réaliste, il est touristique. Il ne montre pas New York, il montre l'idée internationale de New York. La ville devient un immense magasin de jouets, un parc d'attractions pour enfants solvable. Kevin arrive avec la carte de crédit paternelle et soudain la métropole devient accessible. Le monde adulte s'ouvre non par la maturité mais par le paiement.
Ce détail est fondamental. Kevin n'est pas seulement libre parce qu'il est seul, il est libre parce qu'il possède, même frauduleusement, les signes économiques de l'adulte, les cartes bancaires du père et son talisman. À partir de là, Home Alone 2 devient une fable assez étrange sur l'enfance bourgeoise. Kevin n'est pas Gavroche, Kevin n'est pas Antoine Daniel fuyant dans les 400 coups. Kevin n'est pas un enfant des rues, il est un enfant riche, temporairement débranché de sa famille, mais jamais vraiment débranché du capital. Dans le premier film, la maison familiale était le territoire de l'enfance. Dans le second, l'hôtel de luxe devient une maison de substitution. Et là, le film prend une tournure presque lubitchienne, mais en version grimace. Un enfant s'infiltre dans un espace d'adulte, manipule les codes sociaux, utilise le mensonge, la voix enregistrée, la politesse, le pourboire, le costume. La société ne voit pas l'enfant, elle voit les signes, bagages, cartes, chambre, argent, assurance. Kevin est surtout décrit comme un enfant malin. C'est vrai, mais insuffisant. Kevin est surtout un metteur en scène. Dans les deux premiers films, il ne gagne pas parce qu'il est fort, il gagne parce qu'il contrôle le découpage, l'espace, le son, le rythme, les entrées et les sorties. La grande invention du deuxième film, c'est le Talk Boy, magnétophone joué qui permet à Kevin d'enregistrer et de manipuler les voix. C'est un gadget, bien sûr, mais aussi un instrument de cinéma. Kevin pratique le doublage, le montage sonore, la post-synchronisation. Il comprend que le monde adulte obéit à des voix plus qu'à des corps. Il suffit d'avoir la bonne voix au bon moment sur le bon appareil et le réel se plie. C'est presque du Brian De Palma pour enfants. Le son ment, l'image trompe, la technique devient arme. Le film rejoue aussi le gag du faux film noir Angels with Even Filthier Souls, suite fictive du faux film déjà vu dans le premier. Là encore, Kevin utilise le cinéma comme dispositif de défense. Le gangster imaginaire devient son complice. Dans le premier film, il effrayait le livreur de pizza. Dans le second, il piège le personnel de l'hôtel. On est dans une tradition très ancienne. Le cinéma dans le cinéma, le faux film qui agit sur le monde réel, l'image comme piège. Ce faux film noir renvoie évidemment à la mythologie Warner des années 30, à Angels with Dirty Faces de Michael Curtis, à James Cagney, aux silhouettes de gangsters, aux bureaux enfumés, aux menaces sèches. Mais Hughes et Columbus en font une version burlesque. Le film de gangster devient jouet, la violence verbale devient bruit de farce, le vieux cinéma devient un pistolet à bouchon dans les mains d'un enfant. Et là se trouve une des clés cinéphiles du film. Kevin est le seul vrai réalisateur de Home Alone 2. Chris Columbus filme un enfant qui apprend à filmer le monde. Kevin choisit les accessoires, prépare le décor, règle les effets spéciaux, anticipe les trajectoires, met en scène ses adversaires, provoque les réactions, organise le montage mental de la séquence. Les cambrioleurs entrent dans ses plans comme des acteurs trop bêtes pour lire le scénario. Joe Pesci et Daniel Stern sont essentiels d'ailleurs à la réussite du film. Sans eux, Kevin serait un petit sociopathe en doudoune. Avec eux, la violence devient chorégraphie. Harry et Marv ne sont pas des personnages réalistes, ce sont des corps burlesques. Ils appartiennent à la lignée de Laurel et Hardy, des Three Stooges, de Tex Avery, de Chuck Jones, de Roadrunner et de Will et Coyote. Roger Ebert, qui n'aimait pas beaucoup le film, avait justement repéré cette logique cartoon. Il comparait les bandits à des figures de dessins animés tout en reprochant au film de transposer cette violence sur des corps de chair, ce qui la rendrait, selon lui, beaucoup plus gênante. C'est une critique importante parce qu'elle touche au cœur du dispositif Home Alone 2 et Home Alone 2 ne fonctionne que si l'on accepte un pacte. Harry et Marv sont indestructibles. Ils souffrent mais ne meurent jamais. Ils brûlent, tombent, glissent, s'électrocutent, se font frapper, perforer, assommer mais reviennent toujours. Ils ne sont pas humains, ils sont en caoutchouc. Le problème, ou la beauté malade du film, c'est que Chris Columbus les filme parfois comme des corps réels. Dans un dessin animé, la violence se dissout dans le trait. Ici, elle rencontre le bruitage, le maquillage, la sueur, le cri. Daniel Stern hurle avec une puissance presque expressionniste. Joe Pesci, acteur de Scorsese, corps nerveux de Raging Bull, Godfellas et plus tard Casino, apporte dans un film familial un reste de menace mafieuse. C'est l'une des étrangetés les plus délicieuses du diptyque, l'un des grands visages du crime moderne américain, se retrouve à se faire torturer par un enfant dans un film de Noël. Harry et Marv, dans le premier, étaient les Wet Bandits. Dans le deuxième, ils deviennent les Sticky Bandits. Ce changement de nom est absurde, mais révélateur. Ils veulent se réinventer, mais ne peuvent que produire une variante médiocre de leur propre bêtise. Comme le film lui-même, ils sont prisonniers de la répétition. Le climax dans la maison en rénovation est la partie la plus célèbre, la plus brutale, la plus problématique, la plus cinéphiliquement excitante du film. Il faut la regarder non comme une simple suite de gags, mais comme une séquence de mise en scène pure.
La maison n'est plus le foyer familial du premier film, c'est un espace vide, transitoire, en travaux. Un décor sans affect, donc disponible pour la destruction. Dans le premier film, les pièges défendaient la maison. Dans le second, ils ne défendent presque rien. Kevin attire Harry et Marv dans un théâtre de souffrance qu'il a conçu pour eux. La morale affichée est qu'il protège le magasin de jouets et l'argent destiné à l'hôpital pour enfants. Mais le plaisir de la séquence est ailleurs, dans l'invention sadique, le rythme, la surenchère. On peut convoquer ici Buster Keaton, notamment le rapport géométrique au danger, aux trajectoires, aux objets. Chez Keaton, le gag naît d'un monde matériel qui obéit à des lois implacables. Une façade tombe, un train avance, un bateau se démonte, une maison tourne. Chez Columbus, c'est plus gras, moins élégant, mais le principe demeure. Le corps est soumis à l'architecture. On peut aussi penser à Roll Lloyd, surtout dans cette idée que le décor moderne devient machine à panique. Chez Lloyd, la ville verticale est un terrain d'angoisse comique. Chez Kevin, la maison en travaux devient un laboratoire de l'accident. Mais là où Keaton et Lloyd plaçaient souvent leur propre corps au centre du risque, Home Alone 2 inverse la logique. Kevin ne risque presque rien, ce sont les autres qui subissent. Le héros burlesque classique est victime du monde. Kevin, lui, est l'ingénieur du monde. C'est ce qui rend le film plus contemporain, plus ambigu. Kevin n'est pas Charlot. Il n'est pas le petit pauvre qui résiste aux forces sociales. Il est un enfant stratège, un mini Pentagone en bonnet, un architecte du dommage corporel. On rit parce que le film nous demande de rire, parce que la musique, l'écrit, le montage et les réactions nous placent dans la grammaire du cartoon. Mais si l'on retire John Williams, la neige et les grimaces, il reste quelque chose d'assez noir. Un enfant transforme une maison vide en dispositif punitif. En cela, Home Alone 2 annonce involontairement une partie du cinéma de piège qui suivra, pas dans l'horreur explicite évidemment, mais dans l'idée qu'un espace peut devenir moralement codé par la souffrance qu'il inflige. Le piège dit tu as fauté donc tu vas payer. C'est le principe du cartoon, du conte, du slasher parfois, et plus tard de tout un pan du cinéma de torture ludique. Sauf qu'ici, c'est emballé comme un cadeau avec ruban rouge. La grande nouveauté comique du film, au-delà de New York, c'est le personnel du Plaza. Tim Curry y est formidable. Il joue le concierge comme un vampire administratif, un Nosferatu de réception, un fonctionnaire du soupçon avec sourire à mi-donner. Son visage semble éclairé de l'intérieur par la méfiance. Il ne marche pas, il inspecte. Il ne parle pas, il humecte les syllabes. Tim Curry apporte au film une énergie de théâtre gothique, presque de pantomime anglaise. Après Rocky Horror Picture Show, après Legend, il reste toujours chez lui quelque chose du cabaret inquiétant. Dans Home Alone 2, il transforme une figure banale, l'employé d'hôtel suspicieux, en prédateur de couloir. Il est ridicule, mais magnifiquement ridicule. Columbus le filme comme un obstacle de jeu vidéo. Pas dangereux au sens criminel, mais terriblement gênant. Rob Schneider, en groom fasciné par les pourboires, ajoute à une autre forme de burlesque, celui de la servilité commerciale. Dans ce monde, tout le monde joue un rôle. Kevin joue l'adulte, Curry joue le gardien de l'ordre, Schneider joue l'employé qui veut croire aux clients fortunés. Le plaza devient une scène sociale où l'argent produit de la crédibilité. Le caméo de Donald Trump, propriétaire du Plaza à l'époque, est aujourd'hui l'un des éléments les plus commentés du film. Chris Columbus a expliqué en 2025 qu'il regrettait cette apparition, affirmant que Trump avait conditionné l'accès au lieu à sa présence à l'écran. Version contestée par Trump. Columbus dit avoir envisagé de couper le plan, puis l'avoir gardé après une réaction positive en projection test. Ce caméo est devenu un petit fossile culturel. En 1992, il signale le luxe new-yorkais. Aujourd'hui, il transporte avec lui tout un hors-champ politique. C'est l'un de ces plans qui change de sens sans que le film bouge d'un millimètre. Il faut parler de Catherine O'Hara, parce qu'elle donne au film une émotion que le scénario répète mécaniquement. Son personnage, Kate McAllister, pourrait être insupportable. Une mère qui oublie son enfant 2 fois, mais O'Hara joue la culpabilité avec une intensité presque tragique, tout en restant dans la comédie. Dans le premier film, son trajet avait quelque chose d'odysséen. Elle traversait l'Amérique pour retrouver son fils. Dans le second, le trajet est plus immédiat, plus urbain, mais la fonction demeure. Elle est la figure du remords. Ce qui est beau chez O'Hara, c'est qu'elle ne joue pas seulement la maman inquiète. Elle joue une femme qui découvre l'absurdité de sa propre famille, l'échec logistique transformé en faute intime. Le film lui donne une scène magnifique à Rockefeller Center où la mère et l'enfant se retrouvent devant le sapin. C'est une scène de pur cinéma de Noël, presque religieuse. Lumière, musique, nuages, verticalité du sapin, promesse de réconciliation. Columbus n'est pas un grand formaliste au sens noble du terme. Mais il s'est fabriqué de l'icône. Il s'est placé un personnage au bon endroit du décor, pour que le spectateur entende intérieurement les cloches, même sans église. Et cette scène révèle quelque chose. Kevin peut dominer New York, manipuler l'hôtel, vaincre les criminels. Mais il reste un enfant qui veut être retrouvé. Toute la fable repose sur cette contradiction. Le fantasme et l'autonomie totale, le désir profond et le retour dans le foyer.
La dame aux pigeons est souvent considérée comme le pendant de Marley, le vieux voisin du premier film. C'est vrai, dans les deux cas, Kevin rencontre une figure marginale d'abord, perçue comme effrayante, puis révélée comme blessée. John Hughes adore ce mouvement, transformer la peur enfantine en leçon d'empathie. Mais La Dame aux pigeons est plus intéressante encore parce qu'elle introduit dans ce film de luxe une présence de pauvreté, d'exclusion, de solitude urbaine. Le film ne sait pas vraiment quoi faire d'elle, sinon la poétiser. Elle vit dans Central Park, couverte d'oiseaux isolés, presque surnaturels. Elle est moins un personnage social qu'une apparition de conte, une fée abîmée, une sainte couverte de fientes, une Cosette adulte dans un New York de cartes postales. La scène à Carnegie Hall est très révélatrice. Kevin et elle se réfugient dans les hauteurs du bâtiment, au-dessus de la musique. Le film associe la marginalité à une forme de pureté spirituelle. C'est beau, mais aussi discutable, car la misère devient décor sentimental. Elle sert à apprendre à Kevin la générosité, puis elle disparaît dans le geste symbolique des tourterelles. Ces tourterelles de Noël, offertes par Monsieur Mr. Duncan, sont le cœur mélodramatique du film. Kevin en garde une et donne l'autre à la dame aux pigeons. Le symbole est limpide. Amitié, mémoire, lien maintenu malgré la séparation. C'est d'une naïveté absolue. Mais le cinéma de Noël fonctionne souvent ainsi. Il prend un objet minuscule et lui demande de porter tout le poids du salut. On pourrait ricaner, mais il faut reconnaître l'efficacité du geste. Dans un film saturé d'argent, de chambres d'hôtel, de jouets, de cartes bancaires et de vitrines, le seul vrai cadeau est un petit objet partagé. La musique de John Williams est capitale. L'American Film Institute crédite Williams à la musique du film, et c'est l'un des éléments qui assure la continuité avec le premier. Williams comprend que Home Alone n'est pas seulement une comédie, c'est un conte. Sa partition donne une dignité mythologique à des situations franchement absurdes. Sans lui, Kevin serait peut-être seulement un enfant riche qui mutile des deux pauvres types. Avec Williams, il devient un héros de livre enluminé. Le thème principal possède cette qualité très williamsienne. Il semble déjà ancien au moment où on l'entend. Il fabrique une nostalgie instantanée. Williams sait écrire des musiques qui ne disent pas voici une émotion, mais voici le souvenir d'une émotion que vous croyez avoir toujours connue. C'est un art presque déloyal. Le spectateur arrive avec ses défenses critiques et la musique lui glisse un chocolat chaud dans les mains. Dans Home Alone 2, la musique a aussi pour fonction de réconcilier les contraires. Elle recouvre la violence, magnifie la ville, sanctifie la mer, humanise la dame aux pigeons, donne au magasin de jouets une aura de chapelle commerciale. C'est le paradoxe du film. Il critique à peine la consommation, mais il l'enveloppe dans une musique qui la rend sacrée. Le magasin de jouets est l'un des lieux les plus révélateurs du film. Duncanstoy Chest n'est pas seulement un décor merveilleux, c'est le temple moral du commerce. Le film oppose deux formes d'argent. L'argent égoïste, celui de la carte bancaire, du plaza, du luxe, et l'argent charitable, celui des recettes offertes à l'hôpital pour enfants. Monsieur Duncan est une figure à la Capra, le vieux commerçant généreux, gardien d'un capitalisme à visage humain, presque paternaliste. Il existe pour dire que le commerce peut être bon s'il redistribue, s'il donne, s'il se part d'esprit de Noël. On est loin d'une critique sociale radicale. On est dans une fable américaine classique. Le problème n'est pas l'argent, le problème est le mauvais usage de l'argent. C'est exactement là que le film est idéologiquement fascinant. Les cambrioleurs sont condamnés parce qu'ils volent un magasin dont les bénéfices doivent aider les enfants. Kevin, lui, utilise frauduleusement la carte de son père, mais cette transgression est comique et pardonnée parce qu'il appartient au bon monde moral. Le film distingue donc la ruse acceptable et le crime inacceptable selon la position du personnage dans la grande crèche sociale hollywoodienne. La critique de l'époque a souvent reproché au film son manque d'invention. Ebert notait déjà que le film reprenait la formule du premier. Enfants séparés, famille paniquée, vieux personnages solitaires, bandits pièges. Et oui, c'est indéniable. Home Alone 2 est presque une variation musicale. Même structure, même modulation, même crescendo, autre orchestration. Mais dans le cinéma populaire, la répétition n'est pas forcément un défaut. Elle est même parfois le cœur du plaisir. Les suites d'horreur répètent, les jazz bonds répètent, les westerns répétés, les comédies burlesques répétées, les films de coucou répètent des situations codifiées. Le spectateur ne vient pas toujours chercher l'inconnu. Il vient parfois chercher le retour du même, mais avec une légère torsion. La vraie question est donc, que change New York? New York change l'échelle. Dans le premier, Kevin défendait l'intime. Dans le second, il traverse le spectaculaire. Le premier film était domestique, le second est touristique. Le premier était presque un huis clos familial. Le second est une carte postale mouvante. Le premier racontait un enfant qui apprend à habiter sa maison. Le second raconte un enfant qui apprend à consommer la ville. Et c'est pour cela que le deuxième est peut-être moins pur, mais plus symptomatique. Home Alone était un conte de banlieue. Home Alone 2 est un conte du capitalisme triomphant des années 90.
où l'enfant roi circule dans la métropole avec une carte bancaire, un magnétophone et une confiance absolument monstrueuse dans sa capacité à s'en sortir. Vu aujourd'hui, le début du film a quelque chose de presque science-fictionnel. La famille court dans l'aéroport. Kevin suit le mauvais homme, monte dans le mauvais avion et personne ne bloque vraiment l'erreur. Ce n'est pas seulement une invraisemblance comique, c'est le portrait d'un monde disparu. En 2025, la société de presse rappelait que les règles actuelles de sécurité aérienne, les contrôles d'identité, les procédures pour mineurs non accompagnés et les billets numérisés rendraient un tel scénario presque beaucoup moins plausible. C'est un élément passionnant. Home Alone 2 est devenu un film d'époque malgré lui. Il capture une Amérique pré-11 septembre, pré-smartphone, pré-traçabilité constante. Kevin peut disparaître parce que le monde n'est pas encore totalement verrouillé par les protocoles numériques. Il peut mentir parce que personne ne vérifie tout immédiatement. Il peut être seul parce que la société n'a pas encore transformé chaque mouvement en données. Le film appartient à un âge où l'aventure enfantine est encore possible parce que les adultes sont distraits et les systèmes imparfaits. Aujourd'hui, Kevin serait géolocalisé, scanné, bloqué, appelé, repéré. En 1992, il peut devenir héros parce qu'il existe encore des trous dans le filet. Il faut maintenant aborder la partie la plus grinçante. Le film est drôle, efficace, parfois touchant, mais il repose sur une distribution morale assez brutale. Les adultes de service sont ridicules, les employés sont cupides ou soupçonneux, les cambrioleurs sont des prolétaires grotesques et avides. La famille riche, elle, est dysfonctionnelle, mais sauvée par l'amour. Kevin commet des fraudes, ment, manipule, dépense, piège, mais reste l'enfant élu. Il y a donc dans le film une violence de classe, souvent invisible sous la neige. Les mauvais pauvres sont punis physiquement, les bons pauvres, comme la dame au pigeon, sont spiritualisés. Les riches, eux, sont corrigés sentimentalement, jamais structurellement. Personne ne remet vraiment en cause le monde qui permet à Kevin de se payer une suite au Plaza. Au contraire, ce monde est le décor de rêve. C'est là que le film est plus américain qu'il ne le croit. Il ne critique pas la richesse, il critique l'absence de cœur. Il ne critique pas l'hôtel de luxe, il critique le vol. Il ne critique pas la famille bourgeoise, nombreuse et chaotique. Il critique son incapacité momentanée à reconnaître l'enfant. Le film est donc moral, mais pas subversif. Il ne veut pas renverser le sapin, il veut remettre l'étoile au sommet. Le premier Maman, j'ai raté l'avion est probablement meilleur que comme film. Il est plus tendu, plus simple, plus organique. La maison a une valeur dramatique, forte. Chaque pièce compte. La progression de Kevin est plus claire. Le manque familial est plus net. Le climax semble découler de l'espace. Le deuxième est plus long, plus gros, plus décoratif. Il dure 2 heures, ce qui est beaucoup pour une mécanique aussi répétitive. Il ajoute des personnages, des lieux, des sous-intrigues, des gags, du luxe. Il a quelque chose d'un buffet où l'on aurait mis trop de chantilly, trop de sucre, trop de petits anges en plastique. Mais cette surcharge fait aussi son charme. Le premier est une comédie domestique presque parfaite. Le second est un opéra commercial, un film vitrine, un Christmas pudding des studios. Il est moins élégant, mais plus halluciné. Il transforme Kevin en figure quasi impériale. Dans le premier, il voulait faire disparaître sa famille. Dans le second, il obtient mieux. Il fait disparaître la réalité ordinaire. Au fond, Maman, j'ai encore raté l'avion repose sur un fantasme enfantin très puissant. Être seul mais pas abandonné. Être libre mais protégé par le récit. Être riche mais innocent. Être plus intelligent que les adultes mais encore aimé par sa mère. Kevin vit l'aventure absolue sans payer le prix réel de l'aventure. Il dort au Plaza, visite New York, commande des glaces, affronte des bandits, sauve Noël, se fait pardonner, retrouve sa famille, reçoit des cadeaux. Le monde lui offre une parenthèse de toute puissance, puis le réintègre dans le foyer. C'est pour cela que le film marche. Il ne parle pas seulement aux enfants, il parle à l'enfant narcissique que l'adulte garde en lui. Celui qui rêve d'être enfin reconnu comme compétent, brillant, indispensable. Kevin n'est pas seulement un enfant perdu, il est un enfant qui prouve que le monde avait tort de le sous-estimer. Et c'est peut-être la vraie formule de John Hughes, prendre une blessure minuscule, presque ridicule, et la traiter comme une épopée intime. Une humiliation à la chorale devient catastrophe familiale. Une erreur d'aéroport devient odyssée urbaine. Une dispute devient destin. Hughes comprend que pour un enfant, l'injustice domestique a la taille d'un continent. Maman, j'ai encore raté l'avion est donc un objet plus riche qu'il n'en a l'air. Ce n'est pas seulement une suite opportuniste, même s'il est évidemment opportuniste. Ce n'est pas seulement un film de Noël, même s'il en utilise tous les parfums, sapin, neige, jouets, retrouvailles, culpabilité, charité, musique céleste. Ce n'est pas seulement une comédie slapstick, même si son climax appartient au grand musée des corps martyrisés pour rire. C'est un film sur la répétition hollywoodienne, un film sur la ville comme décor consommable, un film sur l'enfant comme metteur en scène, un film sur la famille comme catastrophe logistique, un film sur la richesse comme passeport magique. Un film sur la violence cartoon devenue chère. Un film sur l'Amérique d'avant les portiques sécuritaires généralisés. Un film où Noël sert à pardonner à peu près tout.
mais même l'invraisemblable négligence parentale. Il est moins fin que le premier, mais peut-être plus révélateur. Le premier film disait «Et si un enfant était oublié chez lui?» Le second dit «Et si cet oubli devenait une franchise?» Là, le film devient presque méta malgré lui. Kevin est encore perdu. Mais le studio, lui, sait très bien où il va, vers le même plaisir, agrandi, repeint, exporté à New York, vendu avec jouets dérivés et musique de prestige. Alors oui, Maman, j'ai encore raté l'avion est une redite, mais la redite au cinéma peut devenir un miroir. Et dans ce miroir, on voit un petit garçon blond, deux bandits increvables, une mère coupable, une ville transformée en vitrine et Hollywood qui remballe sa propre formule dans du papier doré. C'est peut-être ça le vrai miracle de Noël selon Chris Columbus et John Hughes. Non pas retrouver sa famille, mais réussir à vendre deux fois le même abandon en le rendant encore plus brillant.